Il ne faut pas se dire qu'aujourd'hui, il y a une sortie sans douleur. Voilà, c'est tout ce que je dis. Je dis simplement, on a déconné, on a fait des trucs qu'on n'avait pas à faire, maintenant on va le payer. Bon, alors maintenant, moi, si quelqu'un a une solution qui est une solution sans douleur, je suis preneur. Pour l'instant, j'en ai jamais vu. Je m'appelle Olivier Delamarche, je travaille depuis 25 ans sur les marchés. D'abord j'ai été analyste, ensuite j'ai été sales, trader, etc. Donc, et puis en 2005, on a monté une société de gestion qui, c'est vrai, un peu différente des autres, travaille un peu autrement, fait de la macro. On ne fait que ça. Ici, on ne fait pas de stock picking du tout. On fait de l'allocation d'actifs, de la macro, et puis on essaie de trouver des solutions pour pas se faire tondre, comme ce qui risque d'arriver à beaucoup de gens dans les temps qui viennent. Je pense que ça va être une catastrophe, mais une véritable catastrophe sur les patrimoines des gens en 2013 et en 2014. Je pense que les marchés qu'on essaie de nous vendre, marché actions, il faut reprendre du risque, etc. Je pense que ça va faire bobo. Je me fiche complètement de savoir quel va être le BPA 2015 de Peugeot, s'il va être meilleur que celui de Renault. C'est pas mon sujet. En plus, ça n'a aucun intérêt pour la bonne et simple raison que 99% des analystes se plantent. Et donc, ici, on ne fait que de l'économie, de la macroéconomie mondiale, et on essaie d'en déterminer un scénario. Grâce à ce scénario, on essaie de voir ce que ça peut donner sur les bourses, que ce soit obligataires, actions ou autres, et quelles peuvent être les conséquences de tout ce qui se passe. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit d'une chose, c'est que la plupart des gérants travaillent totalement différemment, font du stock picking, justement essaient de savoir s'il vaut mieux avoir de la Danone ou du Nestlé. Et que, moi je dis, c'est juste pas le sujet. Aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut avoir des actions, est-ce qu'il faut avoir des obligues, où est-ce qu'il faut mettre son argent pour pas se faire complètement dépouiller, et d'essayer de voir les grands mouvements. Alors on me demande toujours quand est-ce que ça va baisser. Le problème n'est pas là. On a un certain nombre de soucis comme on n'en a jamais connu au niveau macro. On a une dette mondiale comme on l'a jamais vue. On a une absence de croissance comme on n'en avait jamais vu non plus. On a un chômage comme on n'en avait jamais vu non plus. Ça, je parle du monde entier. Je ne parle pas simplement de la France ou de l'Europe. Et donc, et aucun des problèmes ne sont réglés aujourd'hui. Et on a une fuite en avant des gouvernements de ces trois principales zones, Japon, Europe et États-Unis. On a une fuite en avant qui ne règle rien, qui fait simplement que repousser l'échéance. Alors c'est bien de repousser l'échéance, mais à un moment, il va falloir passer à la caisse. Et ce jour-là, ça risque d'être compliqué. Parce qu'elle est mondiale, parce qu'on a fait tous les mêmes erreurs, parce qu'on a cherché tous à avoir un surcroît de croissance et qu'on l'a financé par l'endettement, et qu'on a fait tous l'erreur en 2008 de sauver les banques à tout prix et de faire en sorte que les pays n'aillent pas en récession, ce qui est pourtant une respiration normale de l'économie. Et donc, et pour ça, on a complètement bouleversé les choses, déséquilibré les bilans, et on se retrouve maintenant avec un endettement qui est largement au-dessus de 100% pour tous les pays.
Et donc un endettement qui est insupportable parce qu'il bouffe la croissance, littéralement, comme ce qui s'est passé au Japon pendant 20 ans, il bouffe la croissance. Et donc on a mis en avant cette arme absolue qui est, paraît-il, la planche à billets. C'est pas une arme, malheureusement, ça n'est pas une arme, et malheureusement, ça ne fait que creuser le problème. Donc ça entretient l'illusion pendant un moment parce que ça permet de maintenir les bourses sur des niveaux importants, mais ça n'est qu'une illusion. Le problème, c'est, vous savez, c'est comme dans les dessins de Tex Avery où on voit le coyote qui franchit la falaise et puis qui tout d'un coup regarde sous ses pieds, s'aperçoit qu'il n'y a plus rien et là il tombe. Là, c'est un peu la même chose, si vous voulez. On a dépassé la falaise, on n'a pas encore regardé nos pieds. Quand on va regarder sous nos pieds, ça risque d'être compliqué. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, c'est vraiment mondial. Quand les Japonais sont entrés en récession et en déflation, le monde entier tirait la croissance. Les États-Unis, ça allait bien, l'Europe, ça allait bien, la Chine, ça commençait à émerger. Donc, ils étaient dans un océan de croissance. Donc, évidemment, c'est plus facile de tenir dans ce cas-là. Là, aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est pas la Chine, c'est pas les États-Unis, c'est pas l'Europe, c'est pas le Japon. Donc, vous avez 90% du PIB mondial qui est à l'arrêt. Donc, espérer qu'on va s'en tirer par l'opération du Saint-Esprit, c'est bien de rêver. Maintenant, la période de Noël est passée, donc il faudrait arrêter et retomber un peu sur Terre. Aujourd'hui, vous n'avez pas de croissance dans le monde. Donc, ce qui veut dire que si on est avec une croissance nulle ou voire en récession pour certains pays, eh bien, ça veut dire qu'on ne pourra pas payer les intérêts de nos emprunts. Si on ne peut pas payer les intérêts de nos emprunts, ça va s'ajouter à la dette déjà existante, et donc le problème n'est pas réglé. Donc il y a un moment où vous ne pouvez pas imaginer que la sortie se fera sans douleur. C'est tout ce que je dis. Je dis pas du tout qu'on va pas s'en sortir, que c'est la fin du monde ou quoi que ce soit. Je dis simplement, il y a un moment où il faut accepter de payer la facture. Et quand on va la payer, malheureusement, comme on a organisé, les gouvernements ont organisé cette fuite en avant, eh ben, la facture risque d'être de plus en plus lourde à payer. Moi, j'étais convaincu qu'à force si vous voulez, de gérer son espèce d'impossible machine de bascule là, incompréhensible, forcément, il allait y avoir un retournement de la courbe de taux, la panique allait se répandre, et ça allait craquer. C'est pas possible de tenir en équilibre comme ça, au-dessus d'un gouffre, mais de dettes irrecouvrables qu'on n'arrive même plus à mesurer, parce qu'avec vous avez les produits dérivés dessus, il n'y a plus personne qui est capable de faire un calcul. Hein. Eh ben, hop, formidable, ça tient pour l'instant. Et ça tient pourquoi ? Parce que tout simplement, les Chinois n'ont pas sifflé la fin de la récré. Donc ça se sentira évidemment sur les marchés. Évidemment, il ne faut pas avoir d'actions. Évidemment, il ne faut pas avoir d'obligations souveraines. Évidemment, donc ça entraîne un certain nombre de choses. Ça entraîne un certain nombre de choses sur les monnaies aussi. Il ne faut pas croire qu'on peut impunément fabriquer à tour de bras des billets. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être économiste pour se rendre compte que plus vous produisez de billets, moins ils ont de valeur. Surtout que maintenant, c'est devenu totalement débridé. Là. Le Premier ministre japonais a dit je fais des quantitative easing illimitées. Pour qu'un type de ce niveau-là dise ce mot, c'est une absolue bêtise, qui fait quelque chose d'illimité, qui produira des billets de façon illimitée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le yen, il vaut autant qu'un billet de Monopoly. The banks are wobbly, they are in trouble, and government is pumping money into them, and that doesn't help. And why? Because all this money exists in electronic forms. It's a blip on the screen of your computer.
And people don't buy that. They don't believe in it. Now, I tell you something. If all the dollars which exist in the world would have to be presented in paper form, in printed bill, that would be physically impossible to do except over a year's time or something. So in other words, if everybody is demanding paper banknotes from the banks would go out of business overnight. There's no way they can print the money that fast physically. Et ça, malheureusement, c'est une politique qu'on fait à la fois au Japon, aux États-Unis et en Europe. Alors en Europe, on est beaucoup plus pudique, donc on dit non, nous on stérilise les émissions de monnaie. Enfin, c'est comme si la stérilisation était quelque chose de réel. C'est faux, on ne stérilise rien du tout. La seule chose, c'est que la monnaie ne circule pas, mais comme aux États-Unis, elle ne circule pas non plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça n'est qu'un changement de poche, si vous voulez. C'est-à-dire que ça va du Trésor à la Fed ou ça va du Trésor à la BCE. Donc évidemment, ça ne circule pas dans l'économie. C'est bien pour ça aussi que en rien, ça ne relancera la croissance. D'ailleurs, c'est pas fait pour ça. Hein, contrairement à ce qu'ils disent, contrairement à ce que certains disent, contrairement à ce que Bernanke dit, par exemple. Quand Bernanke dit « mon quantitative easing va faire baisser le chômage », c'est une absolue crétinerie, pour la bonne et simple raison que ça fait très exactement le contraire. Donc c'est idiot, mais je pense qu'il le sait et qu'il ne le fait pas pour ça. Il fait ça simplement pour entretenir l'illusion. Il fait ça simplement pour que la machine Goldman Sachs et consorts continue à faire mémuse sur les marchés, mais c'est tout. Et que les Américains continuent à penser qu'ils ont des fonds de pension et qu'ils auront une retraite. Mais c'est absolument tout. Ça ne sert pas à autre chose que ça. C'est comme le Japon qui, vous savez qu'avant la déflation, on disait que le Japon, comme ils ne savaient plus quoi faire de leur fric, bétonnait le fond des rivières. C'est ça, un investissement d'infrastructure? Ça ne veut rien dire. Je veux dire, il y a un problème de dette. Au moment où vous avez un problème de dette, vous squeezez la croissance parce que vous ne pouvez pas vous surendetter pour... Bon, on a fonctionné comme ça pendant des années. Alors le fait de dire ça marche quand l'État fait tourner la machine en investissant pour des produits d'infrastructure. Moi, j'ai vu 10 fois à l'avenue des Ternes les gars enlever les bandes blanches et les remettre. Penser que ça va apporter de la croissance? Non, bien sûr que non, ça ne va pas apporter de la croissance. Ça va faire juste un trou dans le budget de l'État. C'est tout. Et c'est uniquement ça. Là, on avait dit, juste après Fukushima, on avait dit « Oh, ça y est, c'est extraordinaire, parce que le Japon va reconstruire, ça va apporter de la croissance. » Mais ça pourrait peut-être apporter de la croissance s'il n'y avait pas besoin d'endettement. Mais là, aujourd'hui, quand vous vous endettez pour reconstruire un truc, ça n'apporte aucune croissance. Ça vous apporte de la croissance à l'instant T, c'est-à-dire que ça fournit du travail à 2-3 gugus qui vont en effet remettre la bande blanche, etc. en place. Et alors, ça va vous apporter des sous après? Non, parce que vous avez de la dette en face. Donc c'est ridicule de penser qu'on va régler les choses par l'offre. C'est absolument faux. On l'a vu quand on a entendu les Chinois il n'y a pas très longtemps qui ont dit qu'ils allaient relancer l'urbanisation. Mais c'est complètement crétin. Ils ont des villes entières qui sont vides. Ils veulent en reconstruire d'autres. Pourquoi? Ça sert à quoi? À gonfler des bulles, à entretenir des bulles, à faire croire que... Mais c'est tout, ça n'apporte absolument aucune croissance. Ben, vous avez soit un haircut mondial de toutes les dettes. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça veut dire que
tous les épargnants qui nous regardent vont être rincés. Hein, hein. Bienvenue dans le petit monde des bisounours. Hein, et puis, il y a une deuxième solution, c'est qu'à un moment, à force de créer de la monnaie, cette monnaie, vous avez une disparition totale de sa valeur, vous sortez avec une boîte de billets pour aller vous chercher votre café. Je crois que c'est un film anglais sur la vie d'Hitler, hein, où on voit, alors je sais plus si c'est Hitler ou quelqu'un d'autre, je crois que c'est un journaliste qui dit mais même les boîtes ne sont pas assez grandes pour acheter, enfin je veux dire pour le remplir de billets, acheter du pain, une miche de pain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la planche à billets, c'est attention, hein, c'est à double tranchant, hein, c'est à double tranchant. Donc vous comprenez, c'est quelque chose. Et aujourd'hui tout le monde sait, tout le monde financier qui est quand même assez petit, sait que les carottes sont cuites. Well, this is turning into, from a banking crisis to a sovereign debt crisis, it'll become a currency crisis. And it'll involve the euro, the dollar, the British pound, the yen are all crashing against gold and silver. You see, George Soros, for example, has been buying gold again, as are all the central banks around the world are buying gold and silver because they realize that this all is turning into a massive currency crisis and all these paper currencies are going to become extinct and we're going to go back to some kind of gold-backed currency. Il faut bien se dire une chose, si le fait de créer de la monnaie enrichissait les gens, enrichissait un pays, le Zimbabwe serait le pays le plus riche du monde. Ça n'est pas le cas, que je sache. Les Japonais seraient très très riches. Ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas fait de croissance. C'est le 10e QE qu'ils font au Japon. Hein, c'est un de plus. Et là, tout le monde dit « Ah oui, mais celui-là, il va marcher. » Ah bon, pourquoi? Les 9 autres, ils n'ont pas marché. Faire de la monnaie comme ça, qui ne soit pas liée à une croissance, qui ne soit pas liée à la croissance économique, c'est la même chose que, je vous dis, que si vous sortiez avec vos billets de Monopoly et que vous essayez de vous acheter une voiture. Ça ne marchera pas. Donc, parce que votre billet, il vaut plus rien, il vaut zéro. Plus vous en fabriquez, moins il vaut cher. Malheureusement, c'est comme ça. Hein. La loi du marché, c'est comme ça. C'est une vraie, je précise. C'est un cadeau que m'a ramené Charles Guerre de Washington. C'est une vraie planche à billets. Hein. C'est des vrais dollars. C'est une vraie planche à billets qui ne leur coûte rien. Qui leur coûte quoi? Peut-être 5 centimes à imprimer. Et là, ce sont juste des billets de 1 dollar. Mais il aurait pu ramener des billets de 100 dollars, par exemple. Hein. Et c'est exactement le même coût de production. Hein. C'est de l'argent qui ne repose sur rien. Donc, vous retrouvez à un moment avec une monnaie qui ne vaut plus rien. C'est pas bon non plus pour les épargnants. Donc, ils se font rincer. C'est autrement, mais c'est quasi la même chose. Donc, ils se font rincer. Donc, il n'y a pas de sortie. Il ne faut pas se dire qu'aujourd'hui, il y a une sortie sans douleur. Voilà, c'est tout ce que je dis. Je dis simplement, on a déconné, on a fait des trucs qu'on n'avait pas à faire. Maintenant, on va le payer. Bon, alors maintenant, moi, si quelqu'un a une solution qui est une solution sans douleur, je suis preneur. Pour l'instant, j'en ai jamais vu. D'accord ? Alors, il y a beaucoup de gens qui vous avancent cette histoire de planche à billets. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques jours, il y a un truc qui est sorti qui était une énorme farce, qui était la pièce d'un trillion aux États-Unis. Je ne sais pas, vous n'avez pas vu ça? Bon, alors il y avait un gars qui a proposé, qui a dit, ben voilà, c'est très simple, hein, on prend une pièce en chocolat, hein, c'est pas bon, on prend une pièce, on marque 1000 milliards dessus, on la dépose dans le coffre du Trésor, et donc le Trésor pourra, de fait, dépenser jusqu'à 1000 milliards. Bon. En fait, j'ai trouvé que c'était une farce assez pédagogique, parce que c'est très exactement ce qu'ils font. Alors, ils n'impriment pas ça sur une pièce en chocolat, mais c'est très exactement ce qu'ils font quand ils font du quantitative easing. Faire de la planche à billets, c'est ça. Ça veut dire que vous imprimez un truc qui n'a aucune valeur. Bon. Aucune contrepartie, aucune valeur. Bon. Mais on va pousser le raisonnement. Puisque tous ces messieurs nous disent que de toute façon, ils feront de l'impression et du quantitative easing illimité. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui emploient ce terme-là. Eh bien, allons-y gaiement. Pourquoi faire une pièce de 1000 milliards? L'endettement des États-Unis, c'est 26 000 milliards.
Faisons 26 000 milliards, imprimons 26 000 milliards. Comme ça, on rembourse la dette américaine, et comme ça, on n'en parle plus. Tout va bien, puisque ça n'a aucune conséquence. C'est ce qu'on nous dit sur les marchés. Donc je ne vois pas pourquoi on se limiterait à 1 000 milliards. C'est complètement ridicule. Faisons ça pour la France, faisons ça pour le Japon, d'accord ? On imprime l'exacte quantité de dette qu'il y a, et donc il n'y a plus de dette. Si ça n'a aucune conséquence, moi je veux bien, hein. Je suis prêt à ce qu'on fasse ça. Le problème, c'est qu'il y en a des conséquences. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne le fait pas. Donc arrêtons de se bercer d'illusions, parce que ce qui est ridicule et grotesque sur la pièce de 1000 milliards est aussi ridicule et grotesque que tous les QE qu'on a fait jusqu'à maintenant. Parce que c'est ça. Donc les gens n'ont pas encore compris. C'était très bien d'ailleurs cette histoire de pièces, parce que ça matérialise un peu les choses pour les gens, mais ils trouvent l'idée ridicule quand vous leur en parlez. Mais en fait, c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc ce qu'on fait tous les jours est ridicule, je vous l'accorde. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des conséquences à ce genre de choses. Vous avez des conséquences à laisser filer la dette comme le font les États-Unis. Et donc il y a un moment ou un autre où on va payer la note. Et la note risque d'être assez difficile à avaler. Pas dans 1 an, 2 ans, 10 ans. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est on est, je dirais, dans la dernière phase, c'est-à-dire qu'ils ont tiré toutes leurs cartouches. Je vous dis, pour que le patron de la Fed, pour que le patron de la BOJ, pour que le patron de la BCE vous disent qu'ils vont lancer des opérations qui sont illimitées, c'est grave. C'est pas un mot en l'air, illimité. Il y a quoi au-dessus d'illimité? Hein? Bon, on vient d'inventer un nouveau chiffre, c'est illimité. Bon. Vous ne pouvez pas croire que vous allez tenir comme ça très longtemps, surtout que, en attendant, l'économie, elle, se dégrade, l'économie réelle se dégrade. Vous avez de plus en plus de gens au chômage, vous avez de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Est-ce que vous imaginez que les Grecs, que les Espagnols, que les Italiens, que les Irlandais, que bientôt la France, que les Américains, on va continuer à leur maintenir la tête sous l'eau pendant 10 ans ? Pas sûr que ça tienne. Donc, il y a un moment, ça, c'est des réalités. Vous pouvez dire à un gars qui est au chômage, qui touche plus son chômage, etc., que tout va bien se passer parce que M. Bernanke va imprimer des billets. Ouais, enfin, bon, le gars, il est au chômage, il n'a rien à bouffer, et donc il va finir par vous dire, écoute, c'est bien gentil ton impression, mais moi, je touche quoi là-dedans? Rien. Mais parce qu'il ne fait que changer de poche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas, en gros, qui étaient les gros acheteurs de trésoreries américaines? Il y avait les Japonais, il y avait les Chinois, puis derrière, loin derrière, il y avait les Européens, etc. Bon. Puis il y avait, en interne, il y avait les fonds de pension américains, etc. Bon. Avec leur politique, les Chinois ont quand même compris que les Américains les prenaient pour des cons, donc au bout d'un moment, ça les a fatigués, donc ils ont dit « ok, on n'y va pas ». Les Japonais, ils ont autre chose à faire parce qu'ils ont besoin de leurs sous. Après Fukushima, ils sont quand même passés pas très loin de la catastrophe, la dernière catastrophe, la der des der, et donc ils ne souscrivent plus aux obligations américaines. Vous avez les Européens, ils ont autre chose à faire là en ce moment, c'est pas leur priorité, les obligations américaines. Et donc le seul acheteur des obligations américaines, c'est la Fed. D'accord ? C'est le seul. Vous regardez d'ailleurs le bilan de la Fed qui se dégrade à vue de nez. Pourquoi ? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est un petit tour et s'en va. C'est-à-dire que le Trésor américain émet des obligations,
qui sont achetés, en fait, c'est un petit circuit, parce qu'il faut bien laisser quand même une petite pièce à Goldman Sachs à chaque fois. C'est-à-dire que le Trésor émet, Goldman Sachs et tout ce qu'on appelle les primary dealers, c'est-à-dire les principales banques américaines, achètent le papier obligataire, mais avec une garantie de la Fed de le reprendre la semaine suivante, avec une petite marge, parce que quand même on a pris des risques, donc il faut le rémunérer. Et donc c'est ce qu'ils font. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sous, ils passent de la poche du Trésor à la poche de la Fed. Ils ne circulent pas. D'accord? Donc moi j'ai expliqué ça à ma fille de 12 ans, hein, elle a compris assez vite, ce que M. Bernanke n'arrive pas à comprendre visiblement, c'est que je vous donne un billet de 20 €, vous le passez de votre poche gauche à votre poche droite, vous n'êtes pas plus riche de 20 €. D'accord? Et ça n'a absolument rien produit. On est bien d'accord. Ben, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que l'argent, il sort des trésors, il va dans la Fed. Comme l'argent, il sort, il est émis par les Espagnols, les Grecs, etc. Et au final, aussi après avoir fait un petit tour dans les banques, au final, il se retrouve à la BCE. Bon, ben ça n'apporte aucune croissance. Et ça ne peut pas en apporter. D'accord? Donc, ne cherchez plus en vous demandant mais pourquoi, mais comment, etc. L'argent ne circule pas. L'argent, il fait un tout petit tour. Mais, et c'est la Fed qui imprime les billets pour pouvoir acheter les trucs du Trésor américain. C'est n'importe quoi. C'est un système qui est voué à disparaître. On ne peut pas, ça ne sert à rien. Je veux dire, on ne peut pas imaginer une seconde, et même à la limite, ça a l'effet contraire à ce qu'on pourrait attendre, parce que comme vous avez au passage les banquiers qui s'en mettent un peu dans les fouilles, il faut bien qu'ils le placent après l'argent qu'ils récupèrent, et l'argent qu'ils récupèrent, en général, ils le placent sur des actifs qui peuvent être des matières premières, etc. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le prix des inputs augmente pour les sociétés. Et les sociétés aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font quand le prix de leurs inputs augmente pour conserver leur marge? Elles virent. Elles virent des gens. Donc on a exactement l'effet inverse de celui qui est recherché. Quand M. Bernanke dit « moi je ferai des QE jusqu'à ce que le taux de chômage baisse », non, M. Bernanke, le taux de chômage ne baissera pas parce que vous faites des QE, parce que vous aurez très exactement l'effet contraire. Donc, ce n'est pas la peine d'attendre une baisse du chômage. La seule baisse du chômage qu'il peut y avoir, c'est quand le gouvernement américain truque les chiffres en faisant baisser le taux de population active. On est tous capables de le faire. C'est pas très compliqué. Et à ce moment-là, j'avais dit une fois que si M. Obama continuait à ce rythme-là, il aurait bientôt un taux de chômage négatif. Voilà. Donc, il faut qu'il fasse attention quand il fait ses petits calculs, parce que il risque de passer pour un con dans pas longtemps. Oui, mais alors ça c'est assez amusant parce que quand vous parlez de l'Argentine aux gens, ils vous disent ouais c'est pas pareil. Bon pourquoi? L'Argentine c'est pas un pays, ils sont pas faits comme nous. Ouais mais enfin c'est l'Argentine, c'est loin, etc. Bon la Grèce, ouais mais la Grèce c'est des voleurs. Bon d'accord, ok la Grèce c'est des voleurs. Et l'Espagne? Bah, l'Espagne, ouais enfin c'est autre chose. Ils ont fait un pari sur la construction, etc. Il y a toujours une raison. D'accord? Il y a toujours une raison. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut arrêter pour que les Français se prennent toujours pour des cadors. Nous, en France, aujourd'hui, on est dans la même situation que l'Espagne. Il ne faut pas croire. Alors, on a plus de sociétés, de belles sociétés qui sont tournées, enfin, qui travaillent très à l'export, etc. Oui, peut-être. Mais ça n'empêche qu'on a un endettement qui n'est pas de 90%, comme le disent les gouvernements, mais de 136%. Ça a été calculé, évidemment, parce qu'on oublie toujours, ah oui, les régions, elles sont endettées, mais les régions, c'est pas l'État. Si, c'est quand même l'État, hein, donc c'est quand même vos impôts. Donc voilà. Et donc, contrairement à ce qu'on dit, on est endetté à 136%. On est incapable en France de faire la moindre réduction de coûts, de train de vie de l'État.
on se vante d'avoir les meilleures couvertures sociales, etc. Tout ça, ça a un coût. Or, aujourd'hui, on n'a absolument pas les moyens de continuer comme ça. Et donc, il ne faut pas se faire d'illusions. On dérive petit à petit, on joue encore aux riches en disant on va aider un tel. Tout ça, ça coûte cher. Et on va petit à petit se gréquiser. Et donc, là aussi, la France va avoir des soucis. Mais je veux dire, le problème, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas du tout aujourd'hui de référence, parce que l'Argentine ou l'Islande, alors l'Islande, on sort toujours ça, ouais, mais l'Islande s'en est tirée, c'est 300 000 personnes, quoi. C'est juste, bon, ok, c'est pas, ça n'a rien à voir, c'est pas à la même échelle, c'est pas les mêmes, bon. L'Argentine aussi, c'est une faillite qui s'est faite, je dirais, pareil, comme le Japon tout à l'heure, dans un océan de croissance. Parce qu'à ce moment-là, il y avait de la croissance. Donc, ça aide. Là, aujourd'hui, qui va nous tirer? Qui? C'est le Brésil? Non. Pas le Brésil qui va tirer la croissance mondiale. C'est pas la Chine non plus, parce que la Chine aujourd'hui, je peux vous dire que on peut estimer franchement que la croissance, elle est à peu près à la moitié de ce qui est annoncé. Hein. Je pense qu'on doit tourner autour de 3,5-4 et non pas de 7 ou de 7,5. Donc voilà, vous avez aujourd'hui un vrai problème partout parce que vous avez une croissance qui a été surgonflée par de la dette. Les ménages américains s'endettaient de 1 000 milliards par an pendant 10 ans, les 10 dernières années, ils s'endettaient de 1 000 milliards par an. Ça fait 7% du PIB américain. Donc ça veut dire que cette croissance, cette surcroissance américaine, elle a été financée entièrement par de la dette. Donc il y a un moment ou un autre où on vous apporte l'addition. Hein. Vous allez vous taper un grand restaurant demain. Vous mangez comme un cochon, à la fin du truc, on va vous apporter la note. Et il faudra bien la payer, sinon vous allez faire la plonge. Voilà, c'est tout. Donc, et c'est exactement la même chose. Et donc, alors il y a plein d'exemples comme ça. On peut ramener ça sur un ménage, on peut ramener ça au moment du fiscal cliff. On avait justement fait un petit parallèle avec un ménage, mais c'était de l'ordre, on avait pris les mêmes chiffres, c'était de l'ordre d'un ménage qui est endetté à 160 000 $, qui en gagne 2 500 par mois et qui en dépense 3 500, hein, donc il est en l'air tous les ans, il rajoute à sa dette, et là, le fiscal cliff, il était question de faire des économies de 35 $ par mois. Bon, c'est ça les rapports, si vous voulez, les rapports de chiffres. Donc, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on vous balance toute la journée des trillions, des 14 000 milliards, 16 000 milliards, etc. Les gens, ils comprennent rien pour la bonne et simple raison que c'est quand même assez compliqué de se représenter ce genre de somme. Amusez-vous, vous prenez les comptes nationaux américains, vous enlevez 6 zéros ou 9 zéros, et vous regardez, et vous apercevrez qu'on est en train de se foutre de notre tête, quoi. C'est en nous disant que tout va bien, et que surtout, il faut pas paniquer, les choses vont bien se passer. Vous savez, c'est exactement l'histoire qu'on connaît tous en bourse depuis très longtemps. C'est le type qui se jette par la fenêtre du 40e étage, et au 5e étage, il y a un type qui sort la tête par la fenêtre et qui lui dit, quand il passe devant lui, qui lui dit ça va, et le gars lui dit ouais, jusqu'à maintenant ça va. Oui, ça va jusqu'à maintenant. Sauf que 5 étages plus bas, il va s'écraser et il sera mort. Donc aujourd'hui, on en est là. Hein. On a sauté du 40e étage, alors est-ce qu'on est au 5e ou au 3e, peu importe.
Le fait est qu'on continue à dire bah oui, ça va, sauf que quand on va arriver en bas, ça ira plus du tout. Mais parce que ils sont persuadés que en face d'eux, ils ont des petits génies, ce qui n'est pas le cas. Ils ont des gens qui financent l'économie, ce qui n'est pas le cas. Il y a des gros intérêts aux États-Unis. C'est quand même les banques qui financent les partis politiques, c'est les banques qui financent l'élection d'Obama, il ne va pas leur taper sur les doigts. Hein. Enfin, je veux dire, il y a des lobbies qui sont très actifs et qui arrivent à faire ce qu'ils veulent. Il faut quand même voir qu'il y a quand même pas mal de choses effarantes. Enfin, je veux dire, on a la crise de 2008. Derrière, en 2009, on change la comptabilité pour les banquiers parce que c'est vrai qu'ils ont droit à une comptabilité un peu différente du reste du monde, hein, parce qu'il n'y a pas de raison quand même qu'ils ne puissent pas continuer à se verser des primes. Goldman Sachs ne pouvait pas accéder au financement à zéro. Goldman Sachs demande son changement de statut, on lui accorde son changement de statut pour qu'il puisse continuer à faire Mumus gratuitement. Enfin, je veux dire, on est dans un truc qui est totalement délirant. Aujourd'hui, il n'y a absolument aucune sanction. Vous avez les gens de Dexia qui foutent leur banque en faillite et ça va coûter des dizaines et des dizaines de milliards à la France et à la Belgique. Et il y a une sanction? Non, zéro. Zéro. Donc, et à chaque fois, on vous sort un nombre de bêtises incroyables en vous disant qu'on va presque gagner de l'argent sur le sauvetage de Dexia. Moi, j'ai pas vu l'argent qu'on a gagné, mais ce que je vois, c'est celui qu'on va dépenser pour le sauvetage de cette banque. Donc, vous pouvez, quand vous êtes banquier, escroquer, perdre des montagnes d'argent, etc., foutre en faillite une banque, il n'y a pas de sanction, tout va bien. Pourquoi voulez-vous qu'il s'arrête? Pourquoi voulez-vous qu'il s'arrête? On continue. Je pense que de toute façon, il ne faut se faire aucune illusion sur les soi-disant réformes bancaires. Vous n'aurez pas de réforme bancaire à froid qui refera un Glass-Steagall Act. Pourquoi? C'est tout simple. En 2008, vous avez les banques qui étaient toutes en faillite. Bon. C'était là qu'il fallait intervenir. C'était là qu'il fallait leur dire, on vous sauve, mais à une seule condition, c'est que vous sépariez vos activités. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas fait ça. On les a sortis de l'eau, on les a bien séchés, on les a bien embourrés, et puis après, on leur a dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour nous? Et là, qu'est-ce que vous avez comme réaction du banquier? Va te faire voir. Bon. À chaque fois que les banquiers ont été convoqués à l'Élysée, notamment, on leur a dit ça serait bien que vous prêtiez, etc. Qu'est-ce que les banquiers ont dit? On dit attention, si tu m'embêtes, je ne prête plus. Ils ne prêtaient pas de toute façon, donc ils s'en foutaient complètement, mais ils le faisaient croire. Et donc ils disaient si tu m'embêtes, attention. Qu'est-ce qu'il faisait le ministre ou le président à ce moment-là? Ah bah écoutez, excusez-nous de vous avoir dérangé. Hein, bon. Et les gars, ils repartaient. Bon. Quand vous voulez négocier, vaut mieux être du bon côté du pistolet. Voilà. Or aujourd'hui, on n'est pas du bon côté du pistolet. Vous avez des gouvernements qui systématiquement baissent leurs culottes devant les banquiers, qui leur disent, qui leur font croire que c'est eux qui financent l'économie et que si eux, ils arrêtent, ça va être la fin du monde. Or, aujourd'hui, ils ne prêtent plus à l'économie, et ça depuis des lustres, même s'ils font croire le contraire. Et donc, ces gens, parce qu'ils ne font que gagner sur les marchés financiers, ou perdre sur les marchés financiers, mais quand c'est une perte, c'est nous qui la payons, quand c'est un gain, c'est pour eux, ce qui n'est quand même pas très équitable, a priori. Et donc, vous avez aujourd'hui des gens qui font très exactement ce qu'ils veulent. Alors, on vous parle de l'Angleterre en vous disant, mais ça y est, on a acté le truc. Ouais, en 2019. En 2019, les
poules auront des dents, et bon, on verra à ce moment-là ce qui se passera. Là, c'est pareil. On dit, oui, peut-être qu'en 2016 ou 2017, on va, sur une toute petite partie de l'activité trading d'une banque, on va leur demander de séparer. Ils s'en en foutent, ils vont filialiser cette petite partie de la banque qui va représenter 0,05% du chiffre d'affaires. C'est ridicule. Ce n'est pas une vraie séparation des activités bancaires et des activités de marché. Bon, mais et vous verrez qu'il y a tellement de pression, il y a tellement de lobbying là-dessus qu'aucun gouvernement ne va se risquer à faire quoi que ce soit là-dessus. Mais on n'a rien changé. On n'a rien changé. Vous avez vu les endettements diminuer? Non. On n'a rien changé. C'est que du vent. On n'a strictement rien changé. On aurait pu croire que les banques auraient appris la leçon de 2008. Pas du tout. Pas du tout. On travaille avec autant d'effets de levier qu'avant. On travaille que sur les marchés. On n'a pas séparé les banques. Bon. Qu'est-ce qui a changé par rapport à 2008? Regardez la situation de 2008. Qu'est-ce qui a changé? Ça n'a fait qu'évoluer dans le mauvais sens. On avait dit à ce moment-là, ça y est, c'est fini, les histoires de marché avec des pertes pas possibles, etc. On est d'accord, mais aujourd'hui, vous êtes dans la même situation. Demain, vous pouvez avoir une perte monstrueuse à la Société Générale. D'accord? C'est exactement la même chose qu'avant. Les bilans n'ont pas vraiment baissé, les effets de levier n'ont pas vraiment baissé, donc c'est exactement la même situation. On est exactement dans la même situation au niveau dette, et bien pire encore, puisqu'on s'est surendetté depuis. Donc, la dette, elle n'a pas diminué, donc le problème, il reste le même. Le chômage n'a pas diminué non plus, hein, donc il reste le même. Donc aujourd'hui, moi, je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'il y a comme amélioration de la situation entre 2008 et maintenant. Aucune. La situation a même empiré, puisqu'on a cumulé de la dette. Donc il y a un moment ou un autre où ça fera beaucoup plus mal. C'est tout. C'est pas. Alors on essaie de nous faire penser que ça y est, c'est fini, tout va bien, etc. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'on a pris comme décision? On n'a rien pris comme décision. On a des gens qui nous ont fait des grandes déclarations fracassantes du genre Draghi, en disant je défendrai jusqu'à la mort l'euro. Bon, d'accord, c'est beau, comme du Shakespeare, mais mis à part ça, c'est que dalle. Enfin, derrière, comme toujours, on a traité le mal immédiat, la blessure immédiate qui était à un moment, en effet, une crise de liquidité, mais on a traité ça comme si c'était une crise de liquidité. Ce n'est pas une crise de liquidité, c'est une crise de solvabilité. Aujourd'hui, les gens, les pays et les gens sont insolvables. Voilà, point. Donc à partir de ce moment-là, on a vraiment un ennui. Et ce n'est pas en fabriquant des billets qu'on va régler le problème. J'ai aucun pouvoir pour changer les choses, même si Guillaume Sommerer sur BFM m'appelle Dieu quelquefois. Vous interprétez les chiffres. Non, j'interprète pas. Non, je prends les chiffres exactement tels qu'ils sont. Oui, enfin, arrêtez avec cette polémique ridicule, puisque Olivier, de toute façon, vous savez que j'ai raison et vous tort. Là, absolument. Très bien, monsieur. Dieu, ça vous dérange si je vous appelle Dieu? Je peux vous appeler Dieu? Quand vous regardez, j'ai pas Dieu. Si, si. Je fais des calculs. Je vous les ai prouvés X fois. C'est pas la peine de revenir dessus à chaque fois. Ça ne sert à rien. Olivier. Donc, juste à être. Franchement. C'est vous qui remettez le truc sur le tapis. Vous nous dites le gouvernement. Barack Obama. Est-ce que je serais prévenu qu'il y aurait un chiffre de 7,9 pour la fois prochaine, et vous verrez qu'il passera en dessous de 8. Vous aviez eu 580 000 personnes qui ont disparu des statistiques. Parce qu'ils se désinscrivent. C'est pas Barack Obama qui manipule tout, c'est de la désinscription, Olivier. Vous interprétez. Donc ils sont quand même chômeurs. Oui, mais vous interprétez en disant que c'est du trafic de chiffres. Donc ils sont quand même chômeurs ou pas? Dieu, je vous laisse parler. Donc il faut les réintégrer ou pas? J'ai dit un certain nombre de choses depuis 2008. J'ai dit qu'il fallait séparer les activités bancaires des activités tout de suite. J'ai dit que Bernanke faisait une bêtise quand en 2006 il a arrêté de monter les taux d'intérêt aux États-Unis. Il a fait une énorme bourde, mais il l'a faite.
Je veux dire, après, ça sert à rien de revenir sur les conneries du passé. On a fait un certain nombre de choses. Moi, je pensais que au moment où le problème grec est apparu, on aurait dû faire sortir la Grèce de l'euro et que c'était, à mon avis, le seul moyen qu'on avait pour sauver vraiment l'euro, parce que la Grèce n'avait rien à y foutre. Et quand on a un système qui repose sur un truc qui a été mal monté, ben, si vous continuez avec, vous savez qu'à un moment ou un autre, ça vous pètera dans la figure. Donc, c'était une bêtise. Or, on s'aperçoit maintenant que c'était une bêtise, c'est-à-dire que ça va nous coûter 10 fois plus que ce que ça nous aurait coûté de le faire tout de suite. Mais à force de vouloir attendre, machin, parce que c'est dogmatique l'euro, hein, il n'y a rien sorti de l'euro, ben, on va payer 10 fois plus et à terme, de toute façon, moi je pense que la Grèce sortira de l'euro. Et que c'est, contrairement à ce qu'on dit, que c'est peut-être le seul moyen de sauver l'euro. Parce que vous ne pouvez pas avoir un système qui est bancal depuis le départ. Il est sur 3 pieds. Et imaginez que ça va toujours tenir. Non, ça ne tiendra pas. Donc il faut essayer de... C'est ridicule la manière dont a été fait l'euro. C'est absolument grotesque. On fait marcher des pays ensemble qui n'ont absolument pas les mêmes économies, absolument pas le même rythme, absolument pas. C'est une aberration. Il fallait faire l'euro entre l'Allemagne et la France, et puis au bout de 7-8 années, s'interroger pour savoir si on en prenait un de plus. C'est tout. C'était comme ça qu'il fallait le faire. Là, on a dit, allez, c'est open bar, tout le monde vient, on est des petits fous, on va rigoler, etc. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est n'importe quoi. Ça a été mal monté, donc ça va casser, forcément. Si vous construisez un immeuble et que vous ne mettez pas des fondations solides, vous vous cassez la gueule, à un moment ou à un autre. Donc c'est ce qui va arriver. Alors, je ne suis pas du tout partisan du fait que la France sorte de l'euro, parce que je pense que ce serait une catastrophe, parce que je pense qu'à ce moment-là, il n'y aurait aucune limite à la bêtise des politiques, et Dieu sait qu'elle peut être grande. Et donc ça serait la fête totale, hein, puisque là on récupérerait la possibilité d'imprimer des billets autant qu'on en veut. C'est ce qui se dit souvent, mais c'est une aberration. Si on le faisait, ça serait... Alors là, pour le coup, je pense que là, l'euro nous met quand même des barrières. Et met des barrières à des politiques qui sont souvent inconséquents et inconscients. Donc, met des barrières. Si on sort de ça, alors là, ça va être... je pense qu'on va le regretter amèrement. Mais en revanche, il y a des pays dans lesquels, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas mettre en place une économie qui fonctionne avec les autres. Donc à ce moment-là, ils n'ont rien à faire dans l'euro. Et le seul moyen pour eux, à un moment, de pouvoir espérer s'en sortir, c'est en effet de récupérer leur monnaie, de dévaluer profondément. Alors il y a des gens qui crient au scandale quand on dit ça, parce qu'ils disent « oui, mais ça va nous coûter une fortune, parce que s'ils dévaluent, ils sont endettés en euros, ils ne pourront pas rembourser. » Mais ils ne peuvent pas rembourser déjà. Donc de toute façon, oubliez, la dette grecque, vous ne la reverrez jamais. Jamais. Bon, donc ce n'est pas une question en soi. C'est aujourd'hui, pourquoi est-ce que la dévaluation dans une économie comme ça est intéressante? Tout simplement parce que pourquoi vous iriez en Grèce là aujourd'hui? Vous allez payer la même chose qu'à Paris, avec la même monnaie, vous allez payer la même chose qu'à Paris, avec des risques de manifs, d'émeutes, de grèves, de machins, etc. Pour avoir quoi? Alors que vous allez en face en Turquie, c'est aussi joli, hein, j'y étais récemment, vous allez en face en Turquie, vous payez 5 fois moins cher. Pourquoi voulez-vous aller en Grèce? Ils exportent quoi, les Grecs? Rien. Bon.
there are two things that definitely happen with the Greek devaluation. The first is that it becomes an incredibly attractive place for us to for all of us to go to Greek islands and spend holidays on. And it is their biggest industry, and that would thrive. Secondly, what Greece gets is its own parliament back in Athens that is actually in control, rather than being told by foreign bureaucrats from the so-called troika what they can and can't do. So I think at least a level of self-respect would come back with democracy. And thirdly, what you hope happens is this. Because the cost of imported goods goes through the roof. Let's say, for argument's sake, you know, a broom to sweep your front door. Let's say that at the moment it's costing 15, but after devaluation it's costing 25. What you hope happens is that somebody in Athens says, do you know what? We can manufacture these a lot cheaper than we can import them. And you hope that what happens in that situation is that the country starts to become productive again and starts to make its own thing. Je comprends pas cette espèce de certitude absolue qu'en dehors de l'euro, il y a point de salut sur des pays comme ça. Ils ne doivent pas rester, et c'est à mon avis le seul moyen, c'est d'éliminer je dirais entre guillemets les branches pourries. Si vous ne les éliminez pas, le corps entier va être condamné. Donc, alors on dit ah bah oui, mais c'est complètement ridicule. La BCE pourrait directement prêter aux États, etc. Mais qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? C'est ça qui se passe. Or, qu'est-ce que ça change? Rien. Vous allez avoir la BCE qui va prêter aux pays européens. Et alors, elle va prêter quoi? Elle va prêter de l'argent qu'elle viendra fraîchement imprimer. Et alors, quel intérêt? Vous allez augmenter la dette. Vous voulez toujours régler un problème de dette en rajoutant de la dette. C'est quand même très con. Non mais franchement, quand vous avez un ménage qui est surendetté, qui vient voir son banquier, vous êtes surendetté, vous avez perdu votre boulot, vous avez 1 million d'euros à rembourser. Vous croyez que vous allez aller voir la Société Générale en lui disant « prête-moi 1 million d'euros pour que je te rembourse ton 1 million d'euros » ? Elle va vous dire... Or, aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. C'est complètement ridicule. Je veux dire, on ne règle pas le truc comme ça. Il y a un moment où il va falloir qu'on accepte de prendre les paumes, parce que c'est ça qui va se passer. On prendra les paumes, et à ce moment-là, vous direz au gars qui est en face de vous et qui est endetté à hauteur d'1 million d'euros, j'efface ta dette, et puis voilà. Parce que vous ne pouvez pas faire autrement, parce que sinon, le pauvre type, au bout d'un moment, il ne peut plus et il ne pourra plus vivre. Il ne pourra jamais remonter la pente. Jamais. Un jour, j'ai fait une conférence et je me suis retrouvé face à un gars qui essayait de me dire « Mais monsieur de la Marche, si je place de l'argent chez vous, combien vous pouvez me faire de rendement ?» Et puis au bout d'un moment, comme il m'énervait un peu, je lui ai dit « Écoutez, voilà, citez-moi un chiffre entre 5 et 15. » Évidemment, il m'a dit 10. Je lui ai dit « Ok, vous voulez du 10% de rendement, je vous fais du 10% de rendement. Il n'y a aucun souci pour ça. D'accord ? Simplement, au préalable, vous me faites une petite lettre en disant « Je sous-signais monsieur machin, me fout complètement de revoir mon capital et décharge monsieur Delamarche, gérant, de toute responsabilité en ce qui concerne mon capital. Vous signez ça, vous me la donnez, je vous fais du 10%, je vous fais du 15% si vous voulez. Vous me donnez le chiffre, je vous le fais. La seule chose, c'est qu'il faut savoir que, en contrepartie, votre capital, vous n'allez pas le revoir. Hein, c'est pas compliqué. 6, j'achète des obliges espagnols. 10, j'achète des obliges grecs. Il n'y a aucun souci. Pendant quelques temps, vous allez penser que vous allez faire du 10% de rendement. Après, les Grecs vous diront, ben non, je ne vous rembourse pas, monsieur, et donc vous assiérez sur la totalité de votre capital. Oui, mais il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, on rigole de ça, mais vous avez plein de sociétés de gestion, vous avez plein de banques qui vous font ça. C'est-à-dire qui vous disent, bah, pas de problème, on fait du 5, 6, 7% de rendement. Mais
en face, ils oublient de vous dire qu'il y a un risque, et qu'il y a un risque majeur. En général, c'est vraiment minuscule, et encore quand c'est marqué. Donc voilà, c'est facile. Faut pas. Aujourd'hui, quand vous achetez un produit sur lequel réellement il est très improbable que vous perdiez votre capital, le rendement est plutôt de l'ordre de 1, voire 1,5, plutôt que de l'ordre de 5 ou 6. Si vous avez 5 ou 6, bah, ça veut dire que vous avez pris le risque associé à ça. Alors maintenant, vous pouvez dire « Ah mais moi je suis persuadé que l'Espagne remboursera ». D'accord, il faudra m'expliquer comment. Enfin bon, pourquoi pas. Mais vous prenez un risque, parce que ça vous tombera sur le nez sans prévenir. Ils ne vont pas vous envoyer une lettre recommandée avant en disant « Écoutez monsieur, la semaine prochaine, on va annoncer un haircut ». Donc ça ne se passera pas comme ça. Alors il y a toujours des petits malins qui se disent « Ah ben moi je sortirai avant ». Les cimetières en sont pleins des petits malins. Hein. Donc on ne vous préviendra pas. Hein, et malheureusement, il y aura ceux qui ont fait attention et qui ne se sont pas mis dans des situations qui vont être très sérieuses. Et puis, il y a ceux qui se disent moi, je suis un gros malin, je vais investir sur les actions, je sortirai quand on aura fait plus 10 et je suis le plus fort. On en a vu beaucoup. C'est pas les plus riches. Hein. Bah, pas de l'immobilier, parce que dans mon scénario où ça va quand même assez mal se passer au niveau économique et au niveau financier, je ne conseillerais pas d'acheter de l'immobilier. Bon, maintenant, je ne suis pas un spécialiste de l'immobilier, mais enfin, quand vous vous attendez à ce qu'il y ait une récession forte, quand vous attendez à ce que l'État cherche des sous, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va aller là où il y en a. Il se trouve que l'immobilier, malheureusement, vous ne pouvez pas partir avec votre appartement sur le dos, donc c'est compliqué. Donc forcément, il va taper là-dessus. Il a déjà commencé d'ailleurs. Mais donc l'immobilier, je pense que ça va baisser. Maintenant, il y a plusieurs immobiliers. Hein. Il y a le type qui achète son appartement pour avoir un toit sur la tête, ça très bien, bravo. Peut peut-être attendre un peu. Je pense qu'il l'aura moins cher. Et puis, il y a celui qui en achète pour que ce soit rentable. Ça, j'ai des doutes. Maintenant, alors l'or, très bien. L'or, c'est une alternative en termes de devises et puis c'est l'indice de la peur. Hein. To my mind, gold is not an investment so much as it is insurance. So when you take out, say, fire insurance, you shouldn't be disappointed that the next day the house doesn't burn down. You should be happy. But a lot of people, when they buy gold, they think that they want to cash in next day. They want to get rich quick. And that doesn't work, because that would mean that you insure your house and you pray that your house should burn down, because then the insurance company will give you a nice sum of money. So that there's a difference between insurance and investment. To my mind, gold is an insurance, because we are going into a very dangerous situation, that the probability of the house burning down is very high. Comme je pense qu'on va se faire peur plusieurs fois là dans les mois et dans les années qui viennent. Donc oui, bien sûr, à partir du moment où vous avez les monnaies papier qui ne valent plus rien, et c'est les trois principales, hein, c'est dollar, yen, euro. Or, la plupart des clients ont 100% de leur capital en euros. Donc déjà, c'est une bêtise, puisque c'est sur un truc qui est amené forcément à perdre de la valeur. Bon. Je ne
parle même pas d'un éclatement, je parle juste de perte de valeur parce que impression massive. Donc on peut acheter des devises fortes, des devises qui n'ont pas de problème, des pays qui n'ont pas de soucis particuliers. Vous avez la Norvège, vous avez couronne suédoise, le dollar de Singapour, enfin vous avez d'autres monnaies qui sont moins en difficulté que nous et qui n'ont pas en plus la même politique d'impression. Puis vous avez l'or que vous pouvez traiter comme une devise. Si vous voulez, là où il faut se méfier, c'est que il faut éviter que les gens, quand on leur dise d'acheter de l'or, se précipitent et en achètent 100% de leur patrimoine. Parce que autant 100% sur l'euro, c'est une bêtise, autant 100% sur l'or, c'est aussi une bêtise. C'est-à-dire que le vrai truc, dans des crises qui sont éminemment compliquées comme celle de maintenant, c'est d'être diversifié, c'est d'être liquide. Il faut aujourd'hui diversifier un maximum. Il ne faut pas se laisser berner par les sirènes qui vous disent que vous allez gagner de l'argent sur les actions ou sur les obligations souveraines ou sur le livret A, qui est une énorme arnaque. Oui, mais le livret A, c'est quoi? C'est une nationalisation de l'épargne. Pourquoi est-ce qu'on a augmenté le plafond du livret A? Pas pour vous faire plaisir, pas pour vous faire gagner de l'argent. D'accord? On avait une autre idée derrière la tête. L'idée, c'est quoi? En 2013, la France est le pays qui va le plus émettre d'obligations d'État. D'accord? Il faut bien trouver un acheteur. Bah, l'acheteur, c'est qui? Bah, c'est vous, le livret A. Voilà. Donc 40 milliards de plus dans le livret A, c'est 40 milliards d'OAT qui vont passer dans le livret A. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. C'est un énorme piège. Pourquoi? Parce que on vous a dit on a dit au début que le principal problème aujourd'hui dans le monde, c'était quoi? C'était la dette. Qui détient la dette? C'est l'assureur. Il n'y en a pas d'autre. Donc, ça veut dire que vous êtes en risque chez un assureur vie quand vous avez des fonds euros dans l'assurance vie, quand vous avez des SICAV de trésorerie dans les banques, quand vous avez ce genre de produits. Il faut savoir que derrière, il y a quoi? Il y a des obligations, que ce soit d'ailleurs des obligations d'État ou des obligations corporate, mais attention, ce sont souvent des obligations corporate financières ou bancaires, parce que c'est les seuls qui rapportent un peu d'argent. Donc vous êtes en risque, et vous êtes en risque majeur. Oui. Il y a un moment où l'assureur est obligé de revendre ses obligations, et là généralement ce n'était pas ce qu'il avait inscrit dans la comptabilité, puisque vous savez qu'ils peuvent comptabiliser les choses en mark-to-model, ce qu'on appelle en mark-to-model, c'est-à-dire que j'achète un truc à 100, ça vaut 20, mais moi je dis que ça vaut 100 parce que ça me sera remboursé très certainement à 100, surtout quand il s'agit d'oblig grec, ça sera remboursé à 100, et donc je mets 100 dans mon bilan. Sauf que quand je vends, parce que j'ai des retraits massifs, quand je vends pas à 100, je vends à 20. Je vends au marché. Bon. Et donc à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y avait une perte de 80. Donc forcément, aujourd'hui, on est en risque dans l'assurance vie telle qu'elle est conçue en France, oui. Les jeunes financiers, je leur dirais changer de métier. Non, vous savez, s'expatrier, d'abord, ça ne se fait pas comme ça. Secondo, il faut quand même déjà un capital important. Et puis surtout, où? Les États-Unis, niet, le Japon, niet, l'Europe, niet. Vous allez où? Finlande. Il faut aimer. Norvège. Pas le soleil tous les jours. Enfin, bon.
moi aujourd'hui, j'ai pas franchement d'idée sur un pays où, franchement, il est facile de prendre ses bagages et de déménager et de refaire sa vie là-bas. Tous les pays, enfin, il y a beaucoup de pays émergents, par exemple comme la Chine ou autres, où la notion de propriété et la notion de démocratie est un truc qu'ils n'ont pas tellement. Donc, monter une société là-bas, elle marche bien. À un moment, il y a un des gars du parti qui vous dit la société, elle est à moi et toi, tu dégages. Bon, ben voilà, et vous n'avez rien à dire. Sinon, en plus, il vous loge une balle dans la tête et il envoie le prix de la balle à votre famille. Donc, vous êtes quand même dans des c'est compliqué aujourd'hui. Il n'y a pas de réponse toute faite. Ou alors, vous venez de gagner 160 millions d'euros au loto européen, vous allez vous acheter une maison à Saint-Barth et vous vivez les doigts de pied en éventail. Oui. Mais sauf que il n'y a pas beaucoup de monde dans ce cas-là. Donc, ça va devenir extrêmement compliqué. Et que aujourd'hui, vous regardez ce qui se passe. Vous avez quelques banques qui se battent pour gagner un milliardième de seconde sur des programmes de trading à haute fréquence, etc. Déjà, je vois pas très bien l'intérêt, mais enfin bon, il paraît que ça en a un. Et qu'il y a un moment où les marchés financiers vont se faire tellement dérouiller que ça va devenir très compliqué. Peut-être que quand je dis ça, je fais une erreur, parce qu'il y a peut-être le petit génie qui va nous tirer de là, qui vient d'arriver, qui vient de passer son bac et qui va nous trouver une solution à tout. Mais aujourd'hui, je pense que ça va être compliqué, ouais, pour les jeunes qui rentrent dans ce métier-là. Ça va pas être simple.